Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Café sans filtre, un rendez-vous qui s'intéresse tout particulièrement à l'histoire du café, à la géographie des lieux de production, de consommation, aux producteurs, aux terroirs, aux variétés de café et enfin à l'actualité du café, à ses techniques et à ses enjeux actuels. Aujourd'hui, dans la rubrique « Il était une fois le café », nous nous intéressons au rôle qu'a joué la guerre de sécession dans l'histoire du café aux États-Unis. Puis, dans la rubrique sur la route des cafés, nous vous faisons découvrir la cerise de café. Enfin, dans la rubrique « Le café dans tous ses états », nous nous arrêtons quelques instants dans les cafés de spécialité à Lisbonne, au Portugal. Il était une fois le café. Et aux États-Unis, le café s'est transformé en un produit industriel durant la deuxième moitié du 19e siècle. La consommation de café par habitant a triplé entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle. Et dans le même temps, les consommateurs passent progressivement d'une torréfaction à domicile à l'achat de produits industriels fabriqués en usine. Et enfin, après la suppression des taxes d'importation sur le café par le gouvernement fédéral des États-Unis en 1832, on constata une forte augmentation de la consommation de café dans le pays, soit 2,3 kg par habitant en 1850. Cuba et Saint-Domingue furent d'abord les deux principaux fournisseurs de café des États-Unis. Les pays d'Amérique latine, et tout particulièrement le Brésil, vont les remplacer progressivement à partir des années 1840, garantissant ainsi un prix bas et un approvisionnement moins aléatoire. La guerre de sécession de 1860 à 1865, que les Américains appellent The Civil War, constitue un tournant majeur dans l'histoire du café aux États-Unis. La forte consommation de café était une politique délibérée des troupes de l'Union, les nordistes. Ainsi, la ration journalière de 43 grammes par soldat représentait un total annuel étourdissant, 16 kg de café par personne. Autrement dit, cela correspondait à une moyenne de 10 tasses par jour. Pourquoi cette surconsommation de café ? Tout simplement que les généraux connaissaient bien les effets psychoactifs de la caféine et voulaient s'assurer que leurs hommes avaient bu suffisamment de café avant chaque confrontation, avant chaque bataille. Et oui, et certains soldats fixaient même un moulin à café sur la crosse de leur fusil. Comme les troupes nordistes pratiquaient un blocus maritime à l'encontre des États confédérés au sud, ces derniers étaient obligés d'utiliser des substituts de café, chicorée et gland de chêne notamment. Le fait que le café occupe une place centrale dans la vie et dans les préoccupations des soldats de l'Union est confirmé par les journaux intimes qu'écrivent les soldats durant cette période, et on y retrouve plus souvent le mot café que les mots fusil, balle, canon ou encore obus. Il y avait d'ailleurs souvent des disputes à propos de la répartition injuste des rations de café par les sergents qui étaient en charge de les distribuer aux soldats, et on les accusait régulièrement de favoriser certains au détriment de d'autres. Un artilleur, John Billings, raconte dans ses mémoires que la distribution de café était systématique avant une marche de nuit ou au moment des haltes avant midi ou dans l'après-midi. On buvait du café à tous les repas et entre les repas. Il raconte également que tous les vétérans, des années après la fin de la guerre, étaient les plus grands buveurs de café de leur communauté. Une addiction nouvelle avait vu le jour. Un autre exemple, le 17 septembre 1862, à Antietam, dans le comté de Washington, fut le jour le plus sanglant de la guerre de sécession. Le sergent William McKinley, futur président des États-Unis, alors âgé de 19 ans, se souvient qu'il servait le café sur la ligne de front, même lorsque les combats faisaient rage. Il avait remarqué que les soldats à qui il versait ce précieux breuvage repartaient de plus belle au combat, comme s'il s'agissait de troupes fraîches arrivant sur le front. Et lorsque les soldats de l'Union retournèrent dans leur foyer à la fin de la guerre, leur habitude de consommation de café stimula l'émergence de l'industrie du café pour les particuliers. Vers 1880, les États-Unis importaient un tiers de la production mondiale de café. Et cela entraîna rapidement l'ouverture du New York Coffee Exchange en 1882. Quittons maintenant les États-Unis, Jean-Louis, et l'émergence de l'industrie du café pour nous rendre sur la route des cafés à la découverte des cerises de café. Sur la route des cafés.
Avant d'être une boisson, le café est un grain vert issu du fruit du caféier, produit exotique issu de l'agriculture, au même titre que le cacao. Il ne peut être cultivé que dans certaines zones du globe, comme nous l'avions déjà évoqué dans l'épisode 2 de Café sans filtre. Mais alors Jean-Louis, puisque nous faisons une émission sur le café, pourquoi parlons-nous de cerises ? Eh bien Clément, je vous propose de l'expliquer le plus simplement possible. Faisons connaissance avec la cerise de café. Les grains de café sont les graines contenues dans la cerise du caféier. Généralement, chaque cerise contient 2 grains, mais il arrive parfois qu'elle n'en contienne qu'un seul. On l'appelle alors pea berry ou caracolie. Il se peut aussi que la cerise ne contienne aucun grain, ou encore plus de 2 grains, mais c'est assez rare. D'abord de couleur verte, la cerise, en mûrissant, revêt une couleur rouge ou jaune, voire orange, selon les variétés de café. Et ce que l'on sait moins, c'est que le fruit du caféier, la cerise, est classé dans la catégorie des drupes, c'est-à-dire des fruits à noyaux. Le processus de dissémination du caféier s'effectue, lui, par les animaux, car le fruit est agréable, sucré et juteux, et donc très apprécié par de nombreux animaux dans la nature. Après digestion, les graines sont naturellement prêtes à germer. Examinons rapidement la cerise. À l'extérieur, c'est la peau du fruit, de couleur rouge, jaune ou orangée, comme je l'ai dit juste avant, que l'on appelle l'exocarpe. Sous la peau, c'est d'abord la pulpe, ou mésocarpe. Puis, un peu plus loin, le mucilage, partie visqueuse de la pulpe qui est attachée à la parche. Vient ensuite la parche, ou endocarpe, qui protège efficacement le grain, même en cas d'ingestion par des animaux, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. La parche est constituée d'une couche dure qui enveloppe complètement le grain. Arrive ensuite la peau du grain que l'on appelle pellicule argentée. Puis le grain de café lui-même, appelé endosperme, qui se termine par le sillon central, touchant la partie centrale de la pulpe, séparant les 2 grains de la cerise. Alors quelques chiffres pour terminer, retenons qu'un caféier va produire entre 1,4 et 2,5 kg par an, certaines variétés étant plus productives que d'autres, ce qui représente entre 204 g et 365 g de café torréfié. Un caféier seul produit donc très peu de café, et dans certains cas, cela ne représente même pas la quantité d'un paquet de café de 250 g par an. Maintenant, passons à la pratique, Jean-Louis, et j'aimerais savoir si récemment vous avez dégusté de bons cafés de spécialité. Le café dans tous ses états. Eh bien Clément, récemment je me suis rendu quelques jours à Lisboa, au Portugal. J'ai visité la ville, j'ai goûté de nombreuses spécialités et, bien entendu, vous vous en doutiez, j'ai été très assidu dans ma fréquentation des lieux où l'on met en valeur le café de spécialité. Et je crois que vous êtes rendu dans pas moins de 10 cafés de spécialité en 5 jours seulement. Et vous m'avez confié, il faut ajouter à tout cela de nombreux autres lieux qui célèbrent la qualité sans compromis, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie et lieux emblématiques de la bistronomie et de la dégustation de vins naturels. Bon, revenons néanmoins sur le café, le sujet de notre émission. La scène du café de spécialité à Lisbonne est-elle très développée ? Eh bien oui Clément, j'ai été surpris de constater qu'à Lisbonne, on compte plus d'une 50aine de cafés de spécialité, alors même que le café traditionnel, le bica, comme on l'appelle là-bas, occupe toujours une place prépondérante. Certes, ces lieux sont très fréquentés par une clientèle internationale, les cafés de spécialité, mais néanmoins, j'ai remarqué que les habitants de Lisbonne, les Lisboètes, s'intéressent de plus en plus à ce type de café. Et concernant les prix pratiqués, vous m'avez dit qu'ils sont très raisonnables comparés à Paris, Londres ou encore Vienne. Dans un café traditionnel, le bica est souvent vendu au prix de 70 centimes d'euros, et dans les cafés de spécialité, l'espresso dépasse rarement 1,50 €, le double espresso 3 €, le flat white 4 € et la V60 en 250 ml 6 €. À quel moment de la journée avez-vous dégusté tous ces cafés de spécialité et quelle variété d'arabica ? Alors, comme je suis très sensible à la caféine, je vous l'avais déjà confié, c'est toujours le matin et au plus tard en tout début d'après-midi que je me consacre à ces moments de dégustation. Une seule fois, dans mon séjour, j'ai bu un flat white vers 16 h, mais c'était un café décaféiné. Quant aux arabicas que j'ai goûtés, il y a eu principalement des cafés du Kenya, d'Éthiopie, du Guatemala, de Colombie, du Costa Rica, du Nicaragua et du Brésil, provenant de différentes régions et de différents terroirs de ces pays. Bon alors concrètement, moi je meurs d'envie de savoir où êtes-vous allé ? Alors, le premier matin, je me suis d'abord rendu à The Folks, les gens, Folks, dans la vieille ville à l'Alfama. Là, en terrasse,
au soleil. J'ai goûté leur batch brew, c'est-à-dire un café infusé avec une machine à café filtre automatique de type Marco, Moka Master ou Bravilor. Et j'ai testé également une V60. Expérience correcte. Plus tard dans la journée, en sortant d'un musée, je me suis rendu à Fabrica, dans la Baixa, la ville basse. Comme il était déjà plus de 16 heures, c'est là que j'ai commandé un flat white décaféiné à la canne à sucre, sans plus, car c'est du déca. Et le deuxième jour, vous avez fait une excursion à l'extérieur de Lisbonne, donc là, vous n'avez pas pu vous rendre dans un café de spécialité. C'est exact. Et nous voici au matin du troisième jour. Je me suis rendu à Dramtico, un tout petit café de spécialité tout près du jardin botanique de Lisbonne. Là, j'ai dégusté un batch brew, un espresso et un flat white. Très bien. Puis, dans la foulée, j'ai fait escale à Buna, dans le quartier de Misericordia. Installé en terrasse, j'ai bu un espresso qui avait trop d'acidité. En revanche, une V60 et un flat white qui étaient plutôt agréables. Un peu plus tard, je suis allé à Neighborhood, dans le voisinage donc, à l'ouest du quartier du Bairro Alto. Très bien. Enfin, dernière excursion du jour, je suis allé dans un autre, The Folks, situé cette fois-ci dans le quartier de Misericordia. Grande salle de décor originale, les murs, le comptoir et le plafond sont recouverts de coussins. Là, j'ai siroté un espresso et une V60, expérience satisfaisante. Et nous voici au 4e jour. Je me rends à Assento Coffee, dans le quartier Arroyos, non loin du marché aux poissons le plus célèbre de Lisbonne. Je me concentre sur le batch brew, l'espresso et le flat white. Bon début de journée au plan gustatif. Un peu plus tard dans la matinée, je m'installe chez Thank You Mama, entre les quartiers Arroyos et Alfama. Le temps de déguster un batch brew et un espresso bien équilibré. Enfin, dernière étape de la journée, je prends le temps de m'arrêter à Lapso, Café Especiais, café de spécialité, au nord du quartier de la Muraria. Tout petit café récemment ouvert, très bon accueil, excellent double espresso. Dernier jour, je me rends dans le café de spécialité Comet, situé tout près du jardin de Torel. Ce couple de Français, anciens pharmaciens et pharmaciennes, reconvertis dans le café de spécialité, installé depuis plus d'1 an à Lisbonne, torréfie également son café. C'est une comète agréable à suivre. Très bon accueil, c'est là que je savoure mon dernier batch brew, ma dernière V60 et mon dernier flat white, avant de revenir ici pour préparer ce 11e épisode de Café sans filtre avec vous. Et si je comprends bien, Jean-Louis, du coup, vous voulez inviter nos auditrices, auditeurs et moi-même à nous rendre à Lisbonne pour découvrir ces hauts lieux et d'autres encore du café de spécialité. Tout à fait, Clément, mais pour l'heure, il nous faut quitter Lisbonne et ses cafés de spécialité car le générique de fin se rapproche. Je tiens à remercier Clément Jacot qui a animé cette émission avec moi et Valérie Lantoine qui était à la réalisation. En attendant de vous retrouver bientôt, prenez bien soin de vous et de votre prochain et osez l'aventure gustative avec les cafés de spécialité en espresso, en méthode filtre ou en infusion à froid.